Alors, à Madame Simone Pollack, qui nous fait l'honneur de témoigner de son vécu sinistrement extraordinaire, mais d'abord quelques dates pour resituer les choses dans le temps. Le 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. La même semaine, une grande partie de l'Alsace est évacuée vers le centre-est. Niederbronn est évacué à Émoutier, ce qui sauvera mes grands-parents paternels. Saverne, d'où est originaire Simone, n'est pas évacuée et elle en subira les conséquences. Juin 40, invasion de la France, il y a de ça 82 ans. L'Alsace est annexée au Troisième Reich qui doit devenir Judenrein, pur de tout juif. Simone et sa famille sont expulsés dans le Jura. Le maréchal Pétain prend la tête de l'État français. Le 18 octobre 1940, Pétain et son gouvernement de Vichy promulguent les premières lois portant sur le statut des Juifs, organisant ainsi le racisme d'État. Le 16 juillet 1942, rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, à la suite de laquelle ma grand-mère maternelle et ses deux plus jeunes enfants, 14 et 12 ans, comme vous, sont envoyés en camp d'extermination. 11 novembre 1942, la Wehrmacht occupe la zone libre et la Gestapo traque les Juifs et les résistants. 6 juin 1949, ça faisait 78 ans hier, débarquement de Normandie. 15 août 1944, débarquement de Provence. 16 mars 1945, libération de Niederbronn-les-Bains. 8 mai 1945, reddition de l'Allemagne hitlérienne et signature de l'armistice, il y a 77 ans, soit déjà 3 générations. Cette liste de dates, repères dans le temps, que vous connaissez tous, j'en suis sûr, permettent de se situer plus facilement dans l'histoire de la vie de Madame Pollack. Après cette guerre qui a fait 60 millions de morts, on a dit plus jamais ça. Et pourtant. Épuration ethnique en Bosnie en 1990. Génocide des Tutsis en 1996. Des Yézidis et des Rohingyas en 2016-17. Des Ouïghours en ce moment même. Résurgence de partis racistes dans le monde et de partis pétainistes en France, même dans les élections actuelles. Agressions racistes et antisémites presque quotidiennes dans le monde occidental, encouragées par certains sites factieux et parfois par des jeux électroniques. Sans compter le danger de la guerre en Ukraine, que nous vivons presque en direct. Tous ces dangers, c'est vous, les citoyens de demain, qui aurez la charge de les affronter par votre esprit critique. Madame Pollack vous y aidera puissamment par son témoignage des horreurs du passé, qui vous donnera les armes de l'intelligence pour ne pas reproduire les mêmes fautes. Avant de lui laisser la parole, 3 points importants encore. D'abord, vous pourrez poser librement vos questions à la fin de la conférence. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront acquérir le livre de Madame Pollack, Agis comme si j'étais toujours à tes côtés. Voilà. Et je suis sûr qu'elle vous le dédicacera avec plaisir. Et enfin, l'association TVN filme la conférence. Elle prendra soin de respecter le droit à l'image du public. Le photographe que je suis aussi. Merci de votre attention. Pardon d'avoir été long. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Et je donne la parole à notre conférencière. Merci Raymond. Je me nomme Simone Pollack. Je suis née à Schirmeck. Schirmeck, que certains d'entre vous, peut-être pas vous, mais connaissent par les récits de vos parents, de vos grands-parents, lieu où ils ont souffert dans un camp qui était un camp de redressement pour Alsaciens et Mosellans. Avant-guerre, j'ai habité Saverne et c'est pour moi la Deuxième Guerre mondiale a débuté le
15 juillet 1940. Pourquoi cette date? C'est, bien sûr, nous étions déjà occupés par l'armée allemande et je n'étais pas à la maison quand un vaguemestre est venu à la maison avec un billet disant que, comme tous les juifs de Saverne, nous devions nous trouver à la mairie, dans la cour de la mairie, dans l'heure. Personnellement, je n'étais pas à la maison parce qu'en 1939, on m'avait fait cadeau d'une poupée. Et maman m'avait dit, eh bien, tu auras toute l'année pour penser à pour penser et essayer de voir comment tu voudrais qu'elle soit habillée par une couturière. Bien sûr, je me suis appliquée à cela, mais une année est longue pour une enfant de 10 ans et j'étais un peu curieuse. C'est-à-dire, j'avais cette poupée de la grandeur de 6 à 8 mois, donc c'était déjà un poupon qui était important pour moi. Et comme j'étais un petit peu curieuse et que j'avais cette poupée devant moi, je voulais voir ce qui se passait à l'intérieur de la tête, à l'intérieur. Et j'ai commencé à gratouiller à la tête, où il y avait une possibilité. Et petit à petit, à force de gratouiller, qu'est-ce qu'on voyait? Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout à l'intérieur de cette poupée, mais le mal était fait. Je continue sur la lancée de cette poupée. Pourquoi? Parce qu'elle a son importance. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte comment les choses se sont passées en 1940. En 1945, j'ai éprouvé le besoin de retourner à Saverne, d'où nous avions été expulsés, comme je vous ai dit. Et je suis avant tout passée, bien sûr, chez la voisine. Et la voisine qui m'a accueillie, elle m'a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas sorti de chez vous ?» On a sorti, puis regarde, il y a encore ce qui ne m'avait pas échappé, vos rideaux et vos stores aux fenêtres. Pourquoi il était tellement facile de rentrer chez nous? Le propriétaire, qui était un grand sympathisant des nazis, avait son garage à côté de notre maison et par l'arrière, on pouvait très bien rentrer chez nous. C'est-à-dire que tout à loisir, il pouvait, je pense, avec l'accord des occupants nazis, il pouvait se servir. La voisine, elle m'a raconté certaines choses, dont je me doutais. Néanmoins, c'est le cœur battant que j'ai sonné à notre porte, et c'est une personne, ancienne employée de notre propriétaire, qui m'a ouvert. Je me suis présentée, elle a dit, vous savez, moi je n'ai rien, vraiment rien. Bon, d'accord, je passe dans mes chambres, de temps en temps je vois quelque chose. Bon, un déni complet. Les rideaux, les stores, c'est un cadeau de la grand-mère. Et puis, au moment de partir, elle me dit, vous voyez, je n'ai rien. Et moi, j'avais remarqué dans le salon une poupée qui était assise sur le divan. Et je dis à la personne, cette poupée qui est assise là, c'est ma poupée. Elle me dit, mais non, c'est la poupée de ma fille. J'ai dit, écoutez, voilà, si cette poupée elle était bien sûr chapeautée, si cette poupée a le crâne ouvert, c'est ma poupée, sinon c'est la vôtre. Elle a réalisé que c'était effectivement mon jouet et elle est allée vers le divan, a déshabillé ce jouet et me l'a pratiquement jeté à la figure. Je suis partie avec, c'est tout ce que j'ai retrouvé d'un logement meublé entièrement, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Mais la poupée a eu encore une vie après cela. J'avais une tante qui tenait une bonneterie et elle a notamment des articles pour bébé et elle l'habillait très bien de temps en temps. Bon, voilà. Ceci, c'est, disons, quelque chose qui me tient à cœur de le raconter parce qu'on voit un petit peu la situation qui se présentait à ce moment-là. À partir du moment où nous étions réunis dans la cour de Saverne,
nous avons dû remettre nos avoirs. Je ne peux plus vous dire combien on pouvait garder, ce serait, voilà, à 11 ans, on ne s'occupe pas de ces choses-là. Et nous sommes montés dans un bus, et il y avait de chaque côté des trottoirs à Saverne, il y avait des personnes qui regardaient comment les Juifs de Saverne montaient dans les autobus. Les personnes qui étaient dans les autobus n'étaient pas rassurées. Pourquoi? On ne savait pas quelle était notre destination. Et pour finir, nous allions dans le sud. À partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, les adultes se sont dit, on ne va pas en Allemagne, parce que c'était la peur. Et nous avons étrenné à Schirmeck ce fameux camp qui, après, a servi de camp de redressement. Nous avons passé une nuit là-bas. Il y avait des lits à Chali. Nous étions les premiers à étrenner ce camp. Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers Dole. Au centre de la ville, il y a un manège pour chevaux. Nous avons passé dans ce grand hall, nous avons passé une deuxième nuit. Et le lendemain matin, nous avons le choix entre, toujours sous la domination des militaires allemands, nous avions le choix soit de monter dans un autobus, les enfants et les bagages, mais mon frère et moi avons préféré marcher avec notre maman. Les bagages étant acheminés à la ligne de démarcation. Nous avons donc marché 11 kilomètres, ce qui n'est pas rien, et en route, les braves villageois étaient là pour nous servir un peu d'eau, parce qu'il faisait très chaud. Mais là, déjà, les soldats disaient « Allez, schnell, schneller ». On n'avait pas le droit de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours aller plus vite. Nous sommes arrivés à la ligne de démarcation. À l'époque, c'était rien. C'est-à-dire que c'était une barrière qui était levée en permanence. Cette barrière, une fois que vous regardiez la route, c'était un long serpent humain. C'est-à-dire que c'était tous les Juifs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle qui avaient été expulsés au même moment. À la nuit tombée, déjà bien entamée, nous étions toujours là. Ce sont les villageois, du côté bien sûr, après la ligne de démarcation, qui nous cherchaient. Il n'y avait pas de voiture. Déjà, il n'y avait pas trop de voitures. Les voitures étaient réquisitionnées à l'époque, mais on venait nous chercher avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire des attelages de bœufs, des voitures à bras, enfin bref, ça durait très longtemps, et pratiquement presque au matin, il y a enfin une camionnette qui s'est approchée de nous et qui ramassait les enfants. Mon frère tombait de sommeil et cette camionnette nous a emmenés dans un hangar. Les adultes devaient suivre à pied. Mon frère s'est affalé tout de suite sur le foin qui était étalé dans ce hangar. Moi, j'attendais stoïquement maman, qui est arrivée par la suite. Par la suite, nous avons pris le train et nous sommes arrivés à Lons-Saunier. Lons-Saunier, bon, disons, l'expulsion des Juifs a mobilisé beaucoup de monde. Les écoles, nous étions à l'école normale des garçons, l'école normale de filles était réquisitionnée, le lycée de jeunes filles était réquisitionné, le lycée de garçons. Bref, on a casé les personnes comme on a pu. Comme il arrivait toujours encore des expulsés, au bout d'un certain temps, on nous a dit il y aura à Lyon un grand centre d'accueil et là, vous pourrez rencontrer votre famille. On y a cru, on s'est fait inscrire et finalement, le train s'arrêtait de temps en temps et en guise de Lyon, on nous a débarqués dans un village où il y avait un attelage de bœufs qui nous attendait et les plus dégourdis ont commencé à se trouver une maison, un logement dans ce village pas très important, mais les personnes, il n'y avait pas de logement pour tout le monde et les personnes qui restaient, la salle de classe avait été vidée de ses bancs et il y avait par terre de la paille où nous avons couché pendant quelques jours. Une brave dame, déjà d'un certain âge, elle n'a plus quitté le pupitre où elle passait nuit et jour de peur qu'on lui prenne sa place privilégiée.
Dans ces conditions, c'est-à-dire nous n'avions aucune possibilité de nous laver, de faire à manger, nous avons repris avec une autre famille, avec 2 enfants, nous avons repris le train pour Lons, et c'est là que nous avons été répartis à la campagne. Bon, nous avons trouvé, on avait la famille qui était arrivée entre-temps, et nous avons logé pendant toute la durée de la guerre dans une pièce alcôve et une kitchenette, une toute petite kitchenette. Nos conditions n'étaient pas brillantes. Nous étions partis de Saverne avec nos affaires d'été, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de prendre une valise, 3 jours de vivres et une couverture. On se retrouve avec ça. On ne va pas loin avec ça. Mais la famille, nous habitions le même village que notre famille, et nous cultivions 2 jardins, 3 champs. On arrivait à se débrouiller de cette façon-là. Jusqu'au 11 novembre 1942, je dois dire que personnellement, on n'a pas été ennuyés. Nous étions, nous, en zone libre. Nous n'avons jamais porté l'étoile, contrairement à tout ce qui se passait ailleurs, mais à partir du 11 novembre 1942, la flotte française s'est sabordée et les Allemands ont occupé toute la France. Bien sûr, les cartes d'identité à tout âge, sur la carte d'identité était apposé le mot juif, 3 cm au moins de hauteur. À chaque contrôle, il fallait montrer sa carte d'identité. Et les adultes avaient très peur. Pourquoi? Parce que nous étions à la merci d'une rafle, nous étions à la merci d'une arrestation, et c'était pour le moins inconfortable. Le Jura est une région, comme vous le savez, assez boisée, montagneuse aussi, et il y avait la résistance. La résistance essayait de sévir autant qu'elle le pouvait, c'est-à-dire faire dérailler des trains, essayer de faire sauter quelques camions. Toujours est-il que ça devenait scabreux. J'étais scolarisée à l'époque en ville et maman ne tenait pas du tout à ce que j'aille tous les jours en ville. Je la suppliais d'aller au cours. Elle avait très peur pour moi. Le 26 avril 1944, je rentre à la maison et maman me dit « c'est très grave ce qui se passe ». Dans le village d'à côté, il devait y avoir une réunion de résistants qui a été dénoncée et a été annulée au dernier moment. Néanmoins, le 26 avril, un détachement militaire allemand est venu. Il y avait encore sur place le propriétaire de cette maison, un petit peu à l'égard de la route, à l'écart de la route, et il y avait le commandant Foucault. Les Allemands qui sont arrivés, le chef FFI, qui était donc le propriétaire de la maison, a pu se sauver. Le commandant Foucault avait une entorse, malheureusement, et l'ont fusillé sur place immédiatement. Les 2 femmes qui s'y trouvaient dans cette maison, c'est-à-dire l'épouse du propriétaire et une employée, ont été emmenées et voilà. Le 27 avril, la maison a été incendiée. Le lendemain, 27 avril 1944, le village a été encerclé. Et peu après le repas de midi, aux environs de 1h, 1h30, les Allemands sont venus, les militaires sont venus, et on devait plier bagages pour être emmenés. C'était, voilà, on avait peur de cela pendant toute la guerre, et enfin, on était là. On m'a donné l'autorisation d'aller chercher le linge que maman avait lavé le matin. Mais j'aurais pu me sauver à ce moment-là. Jamais j'aurais pu laisser ces 2 personnes seules partir, parce que qu'est-ce qu'il fallait? On savait qu'on allait partir. Pour partir où? On ne le savait pas. Mais, voilà, on devait aller sur la route, RN 83, et c'est là que c'est un camion qui nous attendait et qui nous embarquait. Nous avons, à ce moment-là, il y avait un cousin qui avait été adopté par mes tantes et oncles, et ce cousin était là,
Et sur la route, il m'a dit, moi j'ai détruit tous les papiers et je dirai à l'arrivée que je dépends de l'orphelinat de Strasbourg et je ne suis pas juif. On est arrivé dans une caserne désaffectée et au bout de 10 jours, nous avons été amenés dans des trains jusqu'à Drancy. Drancy, comme vous le savez, c'est un lieu où étaient rassemblés tous les juifs qui devaient partir au loin. C'est-à-dire que toutes les arrestations qui s'étaient faites passaient par Drancy. Drancy, c'était un immeuble, enfin c'était 3 immeubles en fer à cheval. À l'arrivée, c'était le premier bâtiment, et au fur et à mesure que les papiers étaient remplis, nous passions dans le second immeuble, où les chambrées étaient de 60 personnes, ce qui correspondait exactement au wagon que nous allions emprunter par la suite. Mon cousin a réussi à passer énormément de visites médicales, et à la fin, un médecin a bien voulu témoigner pour lui en disant qu'il n'est pas circoncis, il a été opéré du phimosis, ce qui lui a permis d'être libéré. Or, paraît-il, il n'y a aucune différence entre une opération et la circoncision. Mais il a pu se sauver ainsi. Des 21, nous avons été arrêtés à 21 personnes, et sur les 21 personnes, bien, il y avait une dame qui était arienne et qui a pu présenter à son arrivée à Drancy son certificat de baptême de sa grand-mère, et de ce fait, son mari n'a pas été déporté, mais a été chargé de trier les meubles chez Lévitan, les meubles qui partaient en Allemagne. Les meubles qui ne partaient pas en Allemagne, des Juifs arrêtés, les meubles qui ne partaient pas en Allemagne étaient vendus aux enchères. Pour nous, 2 jours avant le départ, on nous a prié de donner les valises. Bon, mais pour où? C'est à ce moment-là qu'on nous a distribué des étiquettes. Quand on a demandé la destination, vous mettez les noms et vous mettez une étiquette à l'intérieur de la valise et à l'extérieur, et vous retrouverez votre valise à l'arrivée. Quelle perfidie quand on sait que les valises sont arrivées avant, ont été triées, et les personnes, malheureusement, étaient déjà, à l'arrivée, étaient déjà condamnées. Nous sommes partis de Drancy le 20 mai 1944, très peu de temps avant le débarquement, mais pour nous, c'en était fait. Des 21 personnes arrêtées dans ce petit village, et personne n'est revenu. Les 2 personnes ont été libérées, enfin l'une libérée et l'autre travaillait chez Lévitan, mais des 19 personnes restantes, il n'y a que moi qui suis revenu. De toute façon, dans l'ensemble, des personnes qui ont été déportées, on pense 3% des personnes sont revenues. Notre convoi a été formé très vite, puisque compte tenu de ce mois de mai 1944, 3 convois sont partis. 2 convois pour Auschwitz et 1 convoi pour l'Estonie et la Lituanie. Donc on voit à quelle cadence les Juifs ont été arrêtés à partir de 1944. Nous étions entassés à 60 dans un wagon. Au dernier moment, on a monté une tinette, c'est-à-dire pour faire nos besoins, et tout à fait à la fin, il y avait un Posten, un militaire allemand qui est monté également. Pourquoi ce militaire allemand était-il dans notre wagon? Parce que à certains wagons, à certains voyages précédents, il y a des déportés qui sont arrivés à déceler les planches du wagon et qui ont pu se sauver. Je connais par exemple
une amie à moi dont le père a pu se sauver de cette façon-là. Et ils avaient décelé les planches de leur wagon et se sont sauvés. C'était au mois de décembre. Il y avait à proximité, il y avait de l'eau. Ils ne se sont pas rendus compte ce que c'était. En tout cas, ils ont plongé là. Ils sont restés jusqu'au moment où le train s'est ébranlé. Et de ce fait, ils étaient sauvés. Voilà ce qui se passait. Nous avons passé donc 3 jours, 3 nuits dans ce train. Il y avait dans ce wagon, à l'arrivée au centre de triage de Bobigny, c'est-à-dire c'est un grand centre de triage de trains. À l'époque, il y avait encore des trains, des locomotives à vapeur, un bruit terrible, et nous étions en surplomb. Par en dessous, on voyait 20 wagons à bestiaux et des ouvriers qui ont commencé à remplir des wagons avec des bottes de paille, avec la paille qu'ils ont éparpillée. J'ai vu, ça je m'en souviendrai toujours, la tête des personnes changer de figure quand on s'est rendu compte que nous allions rentrer dans ces wagons. Effectivement, nous sommes rentrés là. Il y avait des personnes de tout âge. Notre petit voisin de palier, il avait 18 mois. Il y avait mon frère qui avait 11 ans. Sa petite sœur, la grande sœur avait 11 ans. Il y avait des personnes un peu plus âgées, de 70 ans. Les personnes âgées, les messieurs, c'était eux qui fléchissaient les premiers. C'est-à-dire, son épouse est tombée au dernier moment avant de sortir du camp de Drancy. Il voulait absolument sortir du wagon. Un autre avait une température certainement très élevée parce que il était là, il était prostré et c'était vraiment, on voyait qu'il souffrait beaucoup. Nous sommes après 3 jours de voyage. Le matin, c'est-à-dire au matin du 23, c'était donc le matin, le 4e jour, on s'arrête un peu plus longtemps. Et par le hublot, où d'habitude vous voyez les chevaux qui prennent un peu d'air, un jeune homme un peu plus grand que les autres nous fait un reportage. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit ce sont des hommes en pyjama rayé qui courent à droite, à gauche, et voilà, les lumières s'éteignent, mais ils ont toujours des pyjamas. On attend pratiquement jusqu'au milieu de la journée, et on entend des gonds qui sautent, et aussi, tout d'un coup, c'est chez nous que les gonds sautent. Ces hommes en pyjama, c'était des déportés qui nous demandaient de sortir du wagon sans emmener quoi que ce soit. Déjà ça nous paraissait un petit peu suspect, mais il fallait faire vite et sortir du wagon en laissant tout. Au milieu, le quai, ça s'appelait la rampe. Au milieu de la rampe, au fur et à mesure qu'on avançait, 1200 personnes, c'est important, c'est pas n'importe qui, quand même, ça se voit, ça se remarque. Il y avait des personnes qui ne pouvaient plus marcher, des personnes âgées, des femmes avec enfants, des gens, on leur disait oui, vous pouvez rester là, des camions viendront vous chercher. Et nous devions avancer très vite, et quand on n'avançait pas assez vite, on disait aux personnes de se serrer un peu plus, et on ne se privait pas avec une schlag de les battre, ou on ne se privait pas du tout, on se demandait ce qui arrivait, on marche très vite, et en ce qui me concerne, j'étais avec maman et mon frère, tout d'un coup je me retrouve devant 2 SS. Je ne les avais pas vus, on ne les avait pas vus, on ne savait pas ce qui se passait, et ils disent à maman de passer à droite, et à moi de passer à gauche. Et maman leur dit, mais c'est ma fille, vous reverrez dans quelques jours. Et c'est ainsi que nous avons été séparés, et je n'ai plus jamais revu les miens, voilà. Sur un convoi de 1200 personnes, il y en a peut-être 150 femmes et environ 160 hommes qui ont été choisis pour travailler.
toutes les autres personnes prenaient le chemin pour aller à droite, c'est-à-dire vers la douche mortelle. Je ne vous décris pas la douche mortelle, le cyclone B, vous en avez certainement déjà entendu parler. J'avais une personne dans mon wagon qui avait pris l'enfant de 18 mois sur les bras, et quand elle a vu ce qui se passait, elle lui a dit « Écoutez, madame, j'ai trop peur qu'il ne lui arrive quelque chose à votre petit. Tenez, je vous le rends. » Et toutes les femmes qui avaient un bébé ou un enfant sur les bras ou un enfant en bas âge à la main, toutes ces personnes passaient à droite, malheureusement. Il ne gardait que les personnes jeunes capables de travailler. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés en rang par 5. Nous sommes trouvés là. Et moi, en regardant à droite, à gauche, je ne reconnaissais plus personne. Seule une personne, Sarah, qui avait été dans mon wagon et dans ma chambrée à Drancy. Je me suis rapprochée d'elle et voilà, cette personne, jusqu'au dernier moment, elle pensait ne pas être déportée. Son mari était arien et devait présenter le certificat de baptême de sa grand-mère. Pendant la guerre, il était savoyard. Pendant la guerre, la poste marchait très mal. Et malheureusement, quand nous sommes partis le 20 mai de Paris, de Drancy, le certificat de baptême n'était pas arrivé et on ne faisait pas le détail. Sarah a été déportée. Cette personne est devenue, pour moi, une très grande amie. Pourquoi ? Je vous parlerai des lieux. Bon, voilà, nous avions des personnes qui nous encadraient. On a eu du mal à se mettre par 5, parce que quand est-ce que vous vous mettez par 5, c'est pas d'habitude de nous, c'est pas courant. Et alors, elle parlait polonais, et certaines d'entre nous comprenaient. Et qu'est-ce qu'elle venait de dire ? Sale juif, je vous materai. C'était ça notre accueil. Bon, la nuit était déjà très avancée quand nous avons atterri avec elle, bien sûr, dans un grand hall. Ce grand hall, il y avait des personnes qui nous accueillaient en nous disant qu'il fallait se déshabiller entièrement. On s'est regardé, vous savez, en 1944, ce n'était pas encore l'habitude, comme aujourd'hui, de se déshabiller entièrement, mais il fallait faire vite, schneller, et il fallait se déshabiller entièrement. Pendant ce temps, elle regardait ce qu'il y avait encore, quelque chose à glaner, quelque chose d'intéressant, quelqu'un qui avait gardé son alliance. Bon. Ce que je voulais vous dire, avant d'arriver à Auschwitz, le Posten descendait de temps en temps pour se nourrir. Il est sorti, il est revenu avec ses copains et il nous a demandé ce qu'on avait encore comme bijoux, comme argent, comme cuir, de le lui remettre comme article en cuir. Bon, il n'a pas ramassé grand-chose après. Tout ça pour vous dire, quand, après la guerre, on entendait qu'il ne savait pas ce qui se passait, il savait pertinemment que quand on arriverait à Auschwitz, on nous enlèverait tout. Et il voulait aussi sa part du gâteau. On était donc dans ce grand hall et on nous a demandé de suivre une file, une première file, une deuxième file, une troisième file, une quatrième file. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Dans une première file, on tatouait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tatouage, je vous montre le mien. Voilà, j'ai été tatoué, voilà. Chacun à notre tour, on a été tatoué. Et la deuxième file consistait à nous tondre les cheveux. On n'avait plus de cheveux. Ça, c'était encore bien, c'était du luxe quand on nous tondait les cheveux, parce qu'il n'y avait pas assez de tondeuses, et certaines personnes prenaient des ciseaux, c'est-à-dire que la personne avait des cheveux coupés en escalier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut donner. Bon. Et on était assis après sur des gradins. Il faisait nuit noire. De la journée, on n'avait rien pris, rien mangé. Personne n'a eu l'idée de nous demander si on voulait manger quelque chose ou boire. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le train, mais quand on prend le train pendant 3 jours, la première des choses qu'on fait en arrivant, c'est de boire, de se reposer. On n'était pas question. On était assis sur des gradins, il faisait chaud. Pourquoi ?
parce que lors d'un convoi précédent, les personnes avaient été démunies de leurs robes, des effets vestimentaires, et on nous lançait une robe. Au petit bonheur de la chance, c'était une robe qu'on nous lançait, une culotte qu'on nous lançait. Pour nous habiller, pour nous chausser, il y avait un grand tas de chaussures, et là, il fallait, quand on le pouvait, choisir. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ma pointure, j'ai trouvé la paire. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais trouvé la paire, qui avaient soit un pied droit, ou deux pieds droits, ou deux pieds gauches. Ça, il fallait ne pas s'éterniser à ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer l'étape suivante, qui était de partir dans le bloc. La nuit était déjà fort avancée quand on nous a dit d'avancer, voilà, et c'est là que nous sommes tombés dans une baraque qui était très grande, c'est-à-dire nous étions 150 personnes, mais cette baraque pouvait contenir 700 à 800 personnes, à 3 étages, c'était bon, c'est-à-dire on était à 10. Quand une personne se tournait, les 9 autres devaient se tourner. On était donc parti le 20, c'est-à-dire le 20, le 21, le 22, le 23. Pratiquement en route, on nous avait donné un paquet. Le 24, bon, le 23, on nous avait pratiquement rien donné. Le lendemain matin, aux aurores, on nous a réveillés. Betten machen, aufstehen. Et qu'est-ce qu'on nous a donné? Dans une grande cuve, il y avait une cuvette émaillée et ébréchée. Et c'est là qu'on mettait, voilà, toujours par 5, on mettait 5 gobelets de cette mixture. C'était une texture indéfinissable, c'était des décoctions de feuilles, un truc imbuvable. Bon, soif vous aviez, mais de boire ça, c'était pratiquement impossible. Ça, c'était le premier matin. Pour midi, alors, on était dans notre bloc, on est allé au Washraum. Alors, le Washraum, c'était aussi un baraquement. Au milieu, il y avait des tuyaux qui passaient, et de ces tuyaux sortait un filet d'eau. De ce filet d'eau, on nous a dit dès le début, impossible de boire de cette eau. De temps en temps, elle sortait couleur rouille, mais même quand elle était incolore, défense de boire, sinon c'était la mort certaine. Si vous buviez, c'était la dysenterie et la mort au bout. Ça, c'était le Washraum. Bien sûr, il y avait une espèce de savonnette, c'est-à-dire un morceau de sable en forme de savonnette, et c'est tout, on se lavait de cette façon-là. Et on traversait, on allait à côté, il y avait un autre baraquement où il y avait environ 25 à 30 trous les uns à côté des autres sur 2 rangées. Et c'est là que nous faisions nos besoins, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Il ne fallait pas s'éterniser, il fallait tout de suite, après, c'était l'appel du matin. L'appel du matin consistait, nous étions au bloc 31. On appelait ça des blocs, notre baraquement c'était un bloc. Nous étions au bloc 31, donc il y avait forcément 30 blocs avant le nôtre. Nous étions à lager A. Lager A, c'était le lager de quarantaine. Et il y avait le lager B, il y avait le lager C, après il y avait les lagers pour les hommes. De toute façon, il fallait compter tout le monde et l'appel du matin était terminé quand tout le monde était compté. Et quand tout le monde était compté, c'est là seulement qu'on recevait ce breuvage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, à peine l'appel terminé, nous étions dans le bloc, nous étions dans le lager A de quarantaine, il y a des personnes qui arrivaient, c'est-à-dire des personnes, des capots, avec des espèces de bâtons qui faisaient très mal parce que dès qu'on ne marchait pas assez vite, dès qu'on ne travaillait pas assez vite, elles étaient là avec la schlag pour
nous rappeler à l'ordre et pour nous battre. Il y avait des pelles, il y avait des pioches. Elles nous emmenaient à un lieu où il fallait travailler. Et pour d'autres, eh bien, elles nous emmenaient à un lieu où il y avait des pierres. Et pour nous occuper, nous devions porter une pierre. On devait prendre pas une pierre trop petite, parce que sinon elle se chargeait de nous en donner une plus grande. Et nous devions marcher environ, je ne peux pas vous dire, à peu près 1 kilomètre, 1,5 kilomètre à un lieu. Et l'après-midi, on reprenait le même chemin pour reprendre une pierre, pour la déposer au même endroit. On faisait comme ça des voyages, plusieurs voyages par jour. Ceci, c'était uniquement pour nous occuper et uniquement pour ne pas qu'on se promène dans le camp. Mon amie, cette Sarah, est devenue mon amie. Je ne connaissais personne. Elle avait 44 ans, j'en avais 15. Je me mettais à l'abri avec elle, et comme elle était aussi un petit peu désemparée, nous étions deux âmes vraiment désemparées et on se complétait. Elle était astucieuse, Sarah. Un jour, elle s'est promenée dans le camp et à l'opposé du bloc 31, elle s'est rendue compte qu'il y avait un lieu où les Allemands n'iraient jamais. C'était là où un camion arrivait tous les jours, matin et après-midi. On lançait sur ce camion les cadavres des personnes qui étaient mortes dans la journée. Il y avait un hôpital. Cet hôpital, c'était un revire. On n'y restait pas longtemps. Pourquoi? Le risque était très grand. Il y avait des personnes qui étaient au camp. On comptait que pour le travail au camp, 2 à 3 mois. Au bout de 2 à 3 mois, on pensait que le déporté était suffisamment mûr pour ne plus pouvoir continuer à travailler. Nous, donc, on se cachait là tous les jours pour ne pas être de corvée, de porter ces pierres qui étaient parfaitement inutiles. Mais je sais, un jour, on a quand même été obligé de pelleter quelque part. Et j'avais tellement soif, vous savez, qu'on s'est trouvé, il y avait un toit, il pleuvait, et du toit goûtaient quelques gouttes de pluie. Et j'ouvrais la bouche, rien que pour avoir quelques gouttes d'eau. Et j'avais heureusement une personne qui était à côté de moi qui m'a dit « Écoute, ne fais pas ça parce que tu risques d'attraper du mal. » Et j'ai arrêté de faire ça. Disons, les éléments dont on a vraiment souffert, c'est le froid, le chaud et la soif. La faim, c'est quelque chose, je dirais, par rapport au reste, mais c'est personnel. La faim, au bout d'un certain temps, ça va mieux. Mais les éléments, le froid, le chaud et la soif, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je vais m'arrêter. Il y a peut-être des personnes qui voudraient poser des questions et moi, ça me permet de boire. Voilà. Avez-vous envie de poser des questions? Je suis à votre disposition. Vous êtes resté combien de temps au camp d'Auschwitz? Je suis resté, je crois, 6 mois. Je suis arrivé en mai et on est parti, alors c'est le 23 mai, on est parti le 28 octobre, alors mai, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. Pourquoi vous n'avez pas essayé de fuir aux Allemands? Grand Dieu, tous les fils, tout autour du camp, le camp d'Auschwitz-Birkenau est immense. Et tout autour, ce sont des fils de fer électrifiés. Et en haut, il y a un promontoire où il y a des militaires qui sont là, dans des, comment on dit, dans des trucs qui... Pardon? Des miradors, voilà, qui sont là et qui regardent les mouvements du camp. Impossible, impossible. Si il y a des personnes qui se sont jetées contre les fils de fer électrifiés pour se suicider. Voilà. Il n'y a aucune possibilité. Voilà. À partir d'un certain moment, quelques jours après, on s'est quand même inquiété où est passée notre famille. Il y avait dans le camp,
il y avait un baraquement tout à fait indépendant où les femmes étaient en robe rayée. Il y avait des enfants autour d'elles, et elles faisaient de la cuisine sur un petit réchaud, par terre, entre deux pierres, etc. Alors, bon, on s'est renseigné quel était ce camp particulier, et il y a des personnes qui parlaient le polonais. C'est là qu'on a appris, ce sont des personnes qui purgeaient une peine. Au camp d'Auschwitz, c'était des Aryennes polonaises qui purgeaient une peine de vol, de péripatéticienne, peu importe, voilà. Mais quand on leur demandait, mais où sont nos parents, où sont passés, elles nous montraient une grande cheminée d'où sortaient j'estime que c'est 2 à 3 mètres de flammes, si ça se trouve c'était beaucoup plus que 2-3 mètres, où jour et nuit, pendant une grande période, pendant la période où j'étais à Auschwitz, où les cheminées sortaient 2 à 3 mètres de flammes. Et qu'est-ce que c'était? Malheureusement, c'était des personnes qui avaient été à la douche mortelle et qui après subissaient ce qu'on sait. Voilà. Et c'est ainsi que nous avons appris à connaître ce qui était advenu de notre famille. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, et dans les conditions dans lesquelles nous vivions, nous n'avions pas le droit de réfléchir. Nous n'avions pas le droit de penser à ce qui était advenu de notre famille, de ce qui s'était passé. Les conditions dans lesquelles nous vivions étaient tellement difficiles pour nous qu'il fallait rester concentré sur ce que nous faisions, parce que sinon c'était la mort certaine. Sarah m'a beaucoup aidé dans ce sens. C'est-à-dire que, comme il y avait une hostilité latente, que vous pouvez comprendre, la seule personne que vous connaissiez et qui, en l'occurrence, était Sarah, c'était elle. C'était avec elle. On ne discutait pas beaucoup, on ne pouvait pas, mais c'était quelqu'un qui avait l'écoute, quelqu'un qui vous regardait, quelqu'un d'humain. Et je le répète, il ne fallait en aucun cas penser où nous étions, penser à ce que nous faisions là, parce que sinon on était perdus. À midi, il y avait aussi des cuves qui arrivaient, on avait droit à 1 litre de soupe. Comme c'était une soupe qui était très liquide, quand on arrivait vers le fond qui était un peu plus épais, le kubel, le tonneau était enlevé et c'était les responsables de blocs qui se servaient elles-mêmes. C'était toujours, on n'avait ni cuillère, ni fourchette, ni couteau, rien du tout. C'était toujours, on lapait dans une grande cuvette rouge, émaillée, mais de temps en temps ébréchée, et chacun à son tour happait une bouchée, vraiment de cette soupe ou de liquide à boire, à part le matin, comme je vous ai dit, cette décoction de feuilles, il n'y avait rien d'autre à boire de la journée, et le soir, il y avait de nouveau, on allait au travail par la suite, je vous expliquerai, et le soir, il y avait de nouveau, il fallait de nouveau compter tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde était compté, il se passait 3 heures, et après seulement, on recevait une portion de pain avec un peu de margarine. C'était nettement insuffisant pour un adulte, c'était nettement insuffisant pour les travaux que certains fournissaient. Et là, on se couchait le soir, on était fourbus, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, 10 personnes dans un lieu réduit. Quand une personne voulait se tourner, les 9 autres devaient se tourner. Et le lendemain matin, aux aurores, il fallait repartir. Nous, on était en quarantaine longtemps. Pourquoi nous étions en quarantaine très longtemps? Ce n'est pas pour notre plaisir qu'ils nous ont laissés, les Allemands. C'est parce qu'il y avait eu, dans notre bloc, 3 cas de scarlatine. Et
les Allemands avaient peur, non pas pour nous, mais pour eux. Les maladies contagieuses, ils avaient peur pour eux. Et c'est pour ça que nous restions des journées entières enfermés dans notre bloc, accroupis sur des tuiles, une espèce de tuiles qui était par terre. Et les adultes faisaient des menus à perte de journée et des lieux à Paris. Et moi, je me mettais avec des jeunes. Il y avait quand même quelques jeunes qui étaient là et nous avions une autre façon de nous entretenir. Mais nous étions à la merci, à ce moment-là, d'un SS qui passe et qui disent on envoie ce bloc entier au four crématoire. Ça pouvait très bien se passer comme ça. D'autant que toutes les nuits, la région était allumée. Quand je vous dis allumée, par les flammes qui sortaient de cette cheminée. Des convois, il y avait des convois pratiquement tous les jours. Des personnes qui venaient de l'Est, des personnes qui venaient des ghettos, des personnes qui avaient déjà souffert pendant 4 ans dans les ghettos et qui venaient maigres, émaciés et qui partaient immédiatement à la douche. Au bout d'un certain temps, notre période de quarantaine était terminée. Maintenant, je peux vous dire aussi que le dimanche, on avait une fois par jour, on avait appel, et c'est là qu'on allait à la douche. On avait droit à une douche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on allait à la Entlausung. Entlausung, c'était pour nous épouiller si on avait des poux, etc., parce qu'on nous mettait un certain produit sur nous. Pendant la douche, on était sous la douche, je ne sais pas combien de personnes à la fois, il y avait les Allemands, les SS qui passaient, et les personnes qui ne leur convenaient pas, les personnes trop maigres, des personnes qui avaient un bouton, ils se méfiaient de tout ça, on les désignait, on les sortait du rang et on les emmenait, et plus jamais on les revoyait. Le jour est arrivé où nous, Bloc 31, nous avons été désignés, notre quarantaine était terminée, nous avons été désignés pour l'Außenkommando. Außenkommando, le commando de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on devait faire 5 à 6 kilomètres avec des Allemands et des chiens de chaque côté. Et il ne fallait surtout pas sortir du rang. C'est une terre glaise à Auschwitz. Quand il pleut, c'est une terre où vous enfoncez facilement et vous avez du mal à sortir votre pied de cette terre glaise. Pour les personnes mal chaussées, à partir d'un certain moment, c'était aussi la mort certaine, parce que dès que vous sortiez du rang, soit le poste était là, soit c'était le chien. On faisait 5 à 6 kilomètres et on arrivait sur un lieu qui était plat et on était chargé de faire les cantonniers. Nous devions pelleter, nous devions piocher pour faire une route sous un soleil de plomb. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que de travailler dans ces conditions, il y avait la poussière, il y avait la chaleur, nous étions déjà sous-alimentés, voilà. Et quand on arrivait là, il fallait prendre une pelle ou une pioche. J'essayais, moi, de prendre une pelle, parce que la pioche, c'était quelque chose de très lourd. Je n'avais quand même que 15 ans, et je n'ai jamais pioché de ma vie, d'autres pas non plus. Mais ce jour-là, il m'est arrivé, je n'étais pas assez rapide, et j'avais la pioche. Alors, piocher, vous savez, dans les conditions que je viens de vous énumérer, c'est quelque chose de terrible. Et à partir d'un certain moment, je me reposais, mais il y avait parmi les gardes qui nous avaient accompagnés, c'était eux aussi qui nous surveillaient. Et j'étais tombé, je n'avais pas fait attention, mais c'était un Allemand, un petit, qui tous les jours a fait des victimes, tous les jours. C'est-à-dire que quand il se rendait compte qu'une personne ne travaillait pas assez bien, eh bien, il venait et la tabassait. Ce jour-là, c'était mon tour. Mon tour, j'ai été tabassé très sérieusement. Moi, je vous dirais que je sens encore la botte sur ma joue,
parce qu'il ne s'est pas privé de me battre, etc. Et je peux vous dire, je peux le dire aujourd'hui, parce que je ne l'ai su que très longtemps après mon retour, j'ai fait une tuberculose osseuse qui s'appelle un mal de Pott, et les coups que j'ai reçus à ce moment-là se voyaient sur la radio quand je suis rentré de déportation, mais qu'on a diagnostiqué que l'année d'après. Voilà. Bon, il fallait continuer, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? On avait des cloques. Mais les cloques, quand vous ne les soignez pas, elles éclatent. Et quand vous travaillez comme cantonnier et qu'il y a la poussière, elles s'infectent. Alors, qu'est-ce qui se passait? Petit à petit, il fallait se présenter au Revire. Revire, c'est l'hôpital. Bon, il fallait déjà avoir une température très élevée pour être admis. Et bon, j'ai été admise. Sarah aussi a été admise 2 jours avant moi. Nous avons été soignés, c'est-à-dire qu'il y avait une pommade jaune ou une pommade marron. Et on nous enduisait le pied, pas le pied, le mollet. Et comme pour une bande, c'était pratiquement du papier hygiénique un peu élastiqué, et c'est comme ça qu'on nous bandait la jambe. Le lit, vous partagiez votre lit avec une autre personne, vous avez donné une couverture, il y avait bien sûr pas d'oreiller, bien sûr pas de drap, on vous avait donné une couverture, et à 2, vous étiez sur ce lit. La personne qui était avec vous, dans ce lit, vous ne saviez pas de quoi elle souffrait. Bon, voilà. Si vous aviez la malchance que cette personne ait une maladie contagieuse, vous risquiez de l'attraper. En plus de ça, bon, ma compagne, enfin disons la personne avec qui je partageais ce lit, bon, elle avait ce que j'avais, moi, j'avais de la chance. Mais le danger qu'il y avait là, c'est qu'il y avait la sélection. C'est-à-dire que tout d'un coup, on disait, voilà, attention, c'est la sélection. C'est-à-dire que c'était 2 SS allemands, 2 SS qui passaient et qui désignaient les personnes qui ne leur convenaient pas, ou celles qui avaient des boutons, toujours la même chose. C'était au petit bonheur la chance. Tout d'un coup, ils désignaient quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui venait relever le numéro et tirait par les pieds, par les jambes, cette personne pour l'emmener. Vous imaginez où? Et cette sélection, c'était terrible, parce qu'à chaque fois, on s'est dit, mon Dieu, ben, voilà, on savait ce qui nous attendait si, éventuellement, on était choisi. Et ce qui fait que le plus vite possible, on sortait de cet endroit. Moi, j'ai subi 2 sélections. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'était exactement le même processus. Et à chaque fois, vous entendiez les mêmes cris. Et c'était des cris déchirants. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça peut être. Le plus vite possible, je suis sorti de là. Bien sûr, on était déjà au mois d'août, fin août, et j'étais affecté à ce moment-là, on appelait ça le Kartoffelkommando. Le Kartoffelkommando, c'était quoi? C'était des pommes de terre qui arrivaient par wagons entiers. Et ces pommes de terre, il fallait les transporter dans une trague, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une trague? C'est une brouette sans roue. Et ces 2 personnes, 2 déportés, on leur remplit la brouette, disons la brouette, et il faut toujours monter plus haut, pour mettre les pommes de terre dans des silos. Dans cette course, disons, premièrement, il fallait faire vite. Qu'est-ce qu'il fallait aussi? Il fallait que la trague soit bien remplie. Il ne fallait pas l'embiner, parce qu'en route, il y avait des capots, toujours là, avec leurs petits bâtons ou leurs fouets, pour vous inciter à aller plus vite. C'était, comment vous dire ça, c'était l'esclavage en permanence, avec la sous-alimentation, avec le manque, en ne pouvant pas boire, et quand même, au bout d'un certain temps, les choses, vous le ressentez. Si au début, on avait un peu de résistance, au bout de 3-4 mois, il y en a moins. Et un soir,
c'était au mois d'octobre déjà. Vraiment, on était fatigués. Bon, mois d'octobre, on avait un appel interminable. Interminable, et au lieu de rester chacun, au lieu de rester, on nous a distribué notre pain, et au lieu de rentrer dans nos blocs respectifs, on nous a incité de nouveau à aller à la douche. Et à la douche, il y a une sélection qui s'est faite, il y a des personnes qui ont été mises de côté, etc., etc. Et après, nous sommes retournés dans nos blocs, pas respectifs, nous sommes retournés dans un bloc et nous sommes restés là, bon, confinés. Et le lendemain, on nous a acheminés petit à petit, après l'appel du matin, on nous a 2700 personnes se sont dirigées lentement vers les wagons à bestiaux. Nous pensions que ce n'était pas possible. Puis finalement, on est monté à 60, il n'y avait plus du tout de paille à ce moment-là. 2700 personnes sont montées. Le chiffre, je l'ai parce que je l'ai pris à Paris, au mémorial de la Shoah. Quand le train s'est ébranlé, nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons ri, nous avons... je ne sais pas. On était dans tout notre état parce que jamais on pensait qu'on sortirait d'Auschwitz. Jamais. Là, on se dit, on va ailleurs et peut-être qu'ailleurs, ce sera meilleur. Après 3 jours et 3 nuits, nous sommes arrivés dans un lieu, on était en Allemagne du Nord, on est arrivé, il fallait marcher un petit peu, c'est-à-dire au moins quelques kilomètres. Nous étions à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est tout à fait au nord de l'Allemagne, près de Hanovre. Et il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de tempêtes, et on nous a mis dans 2 grandes tentes. 2700 personnes, vous imaginez, bon, 1300 personnes dans chaque tente, vous imaginez. Et un soir de grand vent, la bâche s'est déchirée. J'étais dans la tente où la bâche s'est déchirée. C'est un bruit terrible. Bon, vous connaissez le bruit des orages, mais le bruit d'une bâche déchirée, mais vous croyez que c'est la fin du monde. Et à partir de ce moment-là, on nous a mis dans des baraquements. Bien sûr, on était fin octobre, il faisait donc, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de bourrasques, il y avait beaucoup de vent, il pleuvait, etc. Mais nous devions nous laver à l'extérieur. Il y avait de nouveau ces tuyaux qui étaient installés à l'extérieur, d'où un jet d'eau tombait, et si on voulait se laver, c'est là, exposé à tout vent, que nous devions nous laver. On était dans ceci. Ce qui nous a été préservé, nous avons été préservés pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas d'appel tous les jours. Pourquoi ? Parce que l'état-major était resté à Auschwitz, mais à partir de fin novembre, les appels ont recommencé et l'état-major ont commencé à vider Auschwitz et l'état-major est venu à Bergen-Belsen et c'est là que nous avons repris les appels à l'extérieur. Bien sûr, il y avait de la neige, il faisait froid. Moi, on m'a volé mes bas et pour me protéger du froid, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé le bas de mon manteau et j'ai fait des guêtres. Comme ça, j'étais protégé du froid. La nourriture n'était pas plus importante. Nous étions là, nous ne travaillions pas, nous étions prostrés toute la journée sur nos lits. Nous avions des lits pour 2 personnes et c'est comme ça qu'on est resté, disons, jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, et nous allions tous les 15 jours, nous passions par la forêt, qui est magnifique cette forêt, nous allions prendre une douche chaude pour traverser la forêt. Notre responsable de bloc, c'était une personne très intelligente, Annelies Stern, qui, le père était psychiatre, et pendant la guerre, elle voulait faire médecine, elle n'a pas pu, mais après la guerre, elle est devenue une très grande psychanalyste
qui travaillait avec Lacan, si certaines personnes connaissent ces noms. Et Anneliese, c'était elle qui nous menait à travers la forêt, était d'origine allemande, et c'était un officier allemand qui l'accompagnait. Et elle pouvait très bien s'entretenir avec lui. Et Anneliese lui a dit, on m'a proposé de partir en Allemagne, pensez-vous qu'il faille partir avec les personnes françaises? Nous étions 200 Françaises. Et cet officier allemand lui a dit, à votre place, je partirai le plus vite possible. Et elle a donc donné son aval, et elle nous en a parlé, et elle nous a dit, c'est pour aller travailler dans une usine d'aviation. Quelque temps après, très peu de temps après, 2 civils, on nous a dit de passer, d'aller dans un grand hall où il y avait un officier allemand et 2 civils allemands. Nous passions chacun à notre tour. Vous savez, on était déjà bien amaigris, on n'était déjà plus du tout la personne que nous étions à l'arrivée à Auschwitz. Et quand est arrivé mon tour, l'un des civils a dit « Die nehmen wir nicht », c'est-à-dire celle-là, on ne la prend pas. Et moi, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit, si je quitte mon ami, si je quitte mon groupe, c'est fini, je suis perdu. Et j'ai répondu, alors qu'il n'aurait même pas fallu regarder les Allemands, tellement nous étions des moins que rien. Et moi, j'ai répondu, ich kann arbeiten, je sais travailler. Et qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit que j'étais couturière. C'était pas vrai, j'étais scolarisée à l'époque. Et à l'époque, je me vieillissais de 2 ans, j'étais forte, et je me vieillissais de 2 ans pour ne pas être parmi les plus jeunes. Vous comprenez, les plus jeunes, on les éliminait encore plus facilement. Et le gars, il dit à son copain, inscris-la, schreib sie ein, on verra après. Et moi, je suis partie, voilà. Moi, je considérais que j'étais inscrite, schreib sie ein, et le jour où on a dit les personnes inscrites doivent se présenter là et là, et moi j'ai couru avec les autres et plus personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Je suis donc partie avec les autres. Je dois quand même vous dire, vous avez entendu parler de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen était devenu un camp impossible, c'est-à-dire il arrivait de partout, il arrivait des déportés, il n'y avait plus assez de place, des gens, les déportés, les capots d'Auschwitz arrivaient. Quand je dis des capots ou des responsables de bloc, c'était des femmes qui, depuis des années et des années, étaient les maîtresses, c'est-à-dire qu'elles nous traitaient de moins que rien et que les capots continuaient à battre les gens, n'avaient que ça en tête, et je pense que ça leur était tombé sur le système. À savoir, à partir d'un certain moment, on ne couchait plus dans les lits, mais on couchait par terre, sur la paille. Et une des capots d'Auschwitz, elle passait la nuit avec sa schlag, et n'importe où, elle tapait n'importe qui, n'importe où. Ceci, pourquoi? Parce que, voilà, elle avait de telles habitudes qu'elle ne pouvait plus s'en passer. Nous avons attrapé des poux, nous avons été... voilà, on était là, mais les Allemands avaient du Mitigal, on avait des choses pour nous désaffecter, et on est parti, effectivement, avec le train, et on est arrivé à Ragun, près de Dessau. Nous étions dans des petites structures de 30 à 32 habitants, 32 personnes, et puis, à peine arrivés, il y a des personnes qui sont venues, justement des Allemands, qui sont venus choisir des personnes qui devaient travailler à l'usine. Moi, je dois dire, je ne suis pas courageuse, il faut croire. Et moi, j'avais peur de travailler à l'usine et je me suis fait toute petite et finalement, je n'ai pas été choisie pour travailler à l'usine. Mon amie Sarah, elle a été choisie. Mais après,
On a cherché une responsable pour tenir les petites structures, la pièce de 30-32 personnes. Ce n'était pas moi. Et après, on a cherché des personnes pour entretenir une chambrée. Alors là, je me suis avancée et j'ai été prise. Ça, j'ai été, bon, pendant un certain temps. Mais à partir du mois de mars 1945, je sentais que mes forces déclinaient. Bon, ben, je vais m'arrêter. Bon, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Voilà, je m'arrête un petit peu, ça me permet de boire, et vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Vous travaillez combien d'heures par jour à Auschwitz? Écoutez, moi personnellement, les amis partaient le matin. Écoutez, ça je ne peux pas vous dire. Moi j'avais, disons, des responsabilités sur place. Moi j'étais donc, on était déjà à Ragoun là. Moi je devais entretenir, je devais chercher le café, je devais chercher le café, la substance qui devait servir de breuvage du matin. Bon, je devais chercher ceci, je devais chercher le pain, je devais chercher certaines choses, je devais alimenter le poêle, chercher le charbon, et l'après-midi, j'étais chargé de creuser un abri. Il ne se serait jamais terminé cet abri parce qu'on avait des surveillantes femmes bon, qui avaient froid, et nous, on avait également froid. Je ne saurais vous dire, mais celles qui travaillaient en usine, elles partaient le matin et puis rentraient le soir. Mais elles étaient en rapport avec les prisonniers de guerre et nous ramenaient des nouvelles, parce qu'on était déjà là au mois de mars, avril 1945. Et on entendait de plus en plus le canon au loin, ce qui nous réjouissait. Et comme les nouvelles venaient par les prisonniers en nous disant que vraiment on serait bientôt libérés. Moi, j'étais de plus en plus faible. J'avais mon lit au 3e étage. J'avais du mal à monter. J'avais du mal de plus en plus à chercher le breuvage ou ce que je faisais. Et mon amie, Sarah, elle me ramenait des épluchures de pommes de terre. Elle me disait, je t'ai ramené des vitamines. Ces épluchures de pommes de terre, on les mettait sur le poêle et on prenait ce qui restait. Vous savez, des épluchures de pommes de terre cuites. Voilà. Un autre jour, elle est venue avec une carotte. Ça, elle avait aussi trouvé... Un prisonnier lui avait donné ça et elle me l'a donné. Et un autre jour, elle est venue avec une pomme de terre crue. Elle m'a dit, tu sais, c'est des vitamines, il faut manger ça. J'ai dit, écoute, avec la meilleure volonté, je n'arrive pas. Et puis, finalement, on entendait au loin, on entendait le canon tonner et on se réjouissait. Et un jour, on nous a dit, maintenant, on ne peut plus rester dans nos petites chambres, il faut aller de l'autre côté. C'est-à-dire que nous étions dans 2 baraquements. Nos baraquements étaient des petites chambres et de l'autre côté, c'était des chambres plus importantes. C'est-à-dire qu'on nous a mis à 2 dans un lit et on a accueilli d'autres personnes, d'autres déportés et on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais c'est là que, disons, je ne sais pas comment elles ont attrapé ça, mais il y avait des poux, on avait des poux tentés plus. Et un jour, on nous a dit, c'était au mois d'avril, on nous a dit, et on part, tout de suite, on part. Alors, bon, ben voilà, on a commencé à marcher, mais très peu. Et une de nos collègues, vous avez peut-être entendu parler, Marceline, je ne sais pas si vous en avez, Loridan, si vous en avez entendu parler, elle s'est couchée dans le cercueil. On avait des personnes qui mouraient, il y avait un cercueil, et les personnes avaient droit à une ration de pain quand elles emmenaient la personne au cimetière. Mais elles revenaient avec le cercueil, c'est-à-dire elles étaient enterrées à même la terre. Et à Marceline Loridan, elle s'est cachée, elle s'est dit, bon, on va vite partir, et comme ça, ils vont m'oublier. Eh bien, pas du tout. On l'a cherchée aussi longtemps qu'on ne l'avait pas trouvée, on l'a cherchée. En d'autres temps, elle aurait été fusillée ou battue à mort. Là, ils étaient pressés, on est monté dans le train, mais plus à 60, on est monté à 100. 100 dans le train, 100 personnes, sans paille ni rien. Nous étions entassés les uns
ou les unes à côté des autres. Moi, j'ai commencé à compter les poux que j'avais dans une manche, et au-delà de 60, j'ai dit, je ne compte plus mes poux. Il y avait des personnes, disons, qui gémissaient, il y en a d'autres qui respiraient mal, il y en a d'autres qui parlaient la nuit. On ouvrait la porte que tous les 2 jours. On nous donnait une ration de pain, c'est tout, pour 2 jours. Vous pensez bien qu'à ce moment-là, on avait faim. Le 2e jour, c'était une journée de jeûne. À chaque fois qu'on ouvrait la porte de notre wagon, et des autres wagons aussi, il y avait des morts, des mortes. Un jour, j'avais une personne, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est lourde à côté de moi. C'était une personne qui était lourde et qui était malheureusement décédée. Et petit à petit, on est resté 8 jours dans ce wagon, et petit à petit, on avait plus de place. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti autant de morts. Très longtemps, on est resté sur une voie de garage. Pourquoi ? Parce que les trains militaires avaient priorité sur nous. Il y avait aussi des avions au-dessus de nous. Il y avait des bombardements. On a échappé à ça. Au bout de 8 jours, on est arrivé, on a ouvert notre wagon et nous étions au ghetto de Theresienstadt. Ce sont je pense que vous savez la différence entre un ghetto, un camp de concentration et un camp d'extermination. Auschwitz, c'est le camp d'extermination. Quand vous rentrez là, vous aviez la sélection déjà pour travailler, et même quand vous travaillez, il n'était pas certain du tout que vous sortiez vivant de ce camp d'extermination où tant de personnes ont été vraiment éliminées, et des personnes innocentes, vraiment des milliers, des millions de personnes ont été éliminées. Le camp de concentration, Bergen-Belsen, est un camp de concentration. Mais quand les Anglais sont arrivés à Bergen-Belsen, ils ont ramassé des morts. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le typhus, et rien de plus dangereux et de plus contagieux qu'un typhus. Et c'est là qu'ils ont pris la population avoisinante pour ramasser ces personnes, pour qu'ils se rendent compte, ces Allemands, pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passait à quelques kilomètres de chez eux. Le ghetto, c'est tout à fait autre chose. Le ghetto, c'est, à partir d'un certain moment, ça a existé en Pologne, ça existait partout. C'est-à-dire que les Juifs devaient quitter leur logement pour aller rejoindre un lieu qui leur était désigné. Un lieu, et ils devaient partager le logement avec des personnes tout à fait étrangères. C'est-à-dire que dans une pièce, on mettait un matelas par terre et il y avait souvent 5-10 personnes qui étaient là, couchées côte à côte. Voilà, c'était ça le ghetto. Le ghetto de Theresienstadt, il existait encore. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du ghetto de Pologne, le fameux ghetto où les gens se sont battus jusqu'au dernier homme, et les Allemands ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait une telle opposition au ghetto de Varsovie. Toujours est-il que nous sommes arrivés en Tchécoslovaquie, c'est à 20 km, 30 km de Prague, nous sommes arrivés là-bas. On est arrivé fin avril. Nous étions tous tels que nous sommes arrivés. Nous avons été à l'hôpital. L'hôpital, c'était, comme je vous ai dit, c'est une grande salle où il y avait 10, 12, 15 personnes. Et bien sûr, Sarah n'a plus parlé. Elle était dans le coma, au moins pendant 5 jours. Elle n'a plus parlé. Je me suis dit, Sarah, ma bonne Sarah, maintenant qu'on arrive, maintenant, elle va partir. Et puis, un beau jour, elle a ouvert les yeux, et puis voilà, elle est revenue à elle. Petit à petit, il n'y avait pas de soins. On nous prenait la température tous les jours
Moi, le matin, j'avais 35, 36 de température, mais le soir, j'avais 39, 40. Petit à petit, toutes mes amies françaises sont parties, ont été réparties, comme je vous ai dit, dans des lieux à 5, à 10, dans une chambre, et moi, je restais seule avec une jeune fille. Et je me suis dit, on nous a recensés, on nous a dit que la Croix-Rouge française viendrait nous prendre, et je me suis dit, eh ben, si ça continue comme ça, les autres rentreront, et moi, je resterai ici. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas très légal, et surtout, ne le faites pas, hein, les jeunes. Eh bien, je n'ai plus pris ma température. Ce qui fait que le soir, j'avais aussi 35,6 de température. Et comme on s'est rendu compte qu'on ne s'est rendu compte de rien, j'ai été libérée et j'étais aussi avec les autres. Disons, donc, j'attendais que la Croix-Rouge vienne nous chercher pour repartir en France. Un jour, nous avons été libérés. Le 8 mai 1945, il y a eu très peu de bagarres, c'est-à-dire quand même à Theresienstadt, à Térésine, c'était une grande prison où on enfermait les politiques de tout ordre après, hein, voilà. Et nous, le ghetto était à côté. Il y avait quelques bagarres, bon, on a tué quelques personnes, quelques bagarres, mais très vite, c'est l'armée russe qui nous a libérés. Et je dois dire qu'on est resté les deux jeunes filles et nous avions, tout le monde était parti. Et nous avions des punaises qui sortaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que ces sales bêtes. Elles vous empêchent de dormir. Bon, dès que la lumière est éteinte, elles sortent et elles vous piquent et vous ne pouvez pas dormir. Alors moi, je me suis dit, on était au rez-de-chaussée, puisque c'est ça, on va laisser la lumière allumée. La jeune fille qui était dans ma chambre, elle parlait une langue, je ne saurais vous dire laquelle, en tout cas, ne pouvait pas correspondre l'une avec l'autre. Et j'ai laissé la lumière allumée. Et qu'est-ce que je vois un soir? 3 têtes de militaires russes qui veulent escalader la fenêtre pour venir dans la chambre. Écoutez, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu le courage de mimer une crise, je ne sais pas ce que c'était comme crise, ou c'était une crise cardiaque, ou une crise d'étouffement, je ne peux pas vous dire, mais toujours est-il que je me suis mise vraiment à mimer une maladie, et quand ils ont vu ça, ils ont, avec beaucoup de dédain, ils sont partis. Et quand ils étaient partis, je me suis dépêchée d'éteindre la lumière, tant pis pour les punaises, mais ils sont revenus et ils m'ont fait un doigt. Je me suis dit, mon Dieu, ils vont monter, mais c'était trop tard parce que j'avais déjà fermé la fenêtre. Eh bien, un jour, j'ai mon amie Sarah qui arrive en courant et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Les Françaises, on part, tout le monde part, et toi? J'ai dit, j'ai pas été avisée, on n'avait pas noté ma nouvelle adresse, ma nouvelle affectation où j'ai été, et comme j'étais tout le temps, pratiquement, pendant tout mon séjour, j'étais avec Sarah, elle s'est étonnée que je ne faisais pas partie du contingent, et elle est venue me chercher. Nous sommes allés, je ne sais pas comment on appelle ça, mais dans les bureaux russes, et elle me dit, parle. C'est-à-dire que mon ami ne savait pas un mot d'allemand, et pendant toute notre période, c'est moi qui ai fait l'interprète. Mais chez les Russes, je ne parlais pas le russe, elle disait, parle, parle. J'ai parlé avec eux, voilà, le planton n'a rien compris, mais comme j'ai parlé de façon très forte, le planton m'a amené chez un officier, l'officier comprenait l'allemand, et c'est là qu'il a demandé à une camionnette, un chauffeur et une camionnette, qui nous ont amenés à la douche où étaient déjà nos compatriotes, et avec retard, voilà, on les a rattrapés, et nous avons été emmenés de là, nous sommes partis en Tchécoslovaquie, mais on a couché la première nuit dans une espèce de castel. Et ce castel,
Il y avait le matin, il y avait des infirmières. D'ailleurs, on nous a fait une piqûre à l'arrivée. Et le matin, il y a une infirmière qui passait avec le thermomètre. Et moi, j'avais une chance inouïe. Et le soir, déjà, on nous a pris la température. J'avais, comme d'habitude, 39,40. Et je me suis dit, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'avais la chance, comme le lendemain, j'avais 35,36, j'ai passé avec tout le monde et je suis parti. Et là, on a traversé une partie de l'Allemagne jusqu'à Pilsen. Pilsen, vous connaissez sans doute, il y avait l'aéroport de Pilsen. Arrivé là-bas, j'étais tellement fatigué. Il y avait des bottes de foin. Je me suis couché et j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, j'avais faim. Et on m'a dit, ben, c'est fini, il n'y a plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger. Et j'étais tellement faible. On a dit, mais ne vous en faites pas. On va rentrer maintenant. Il y a un avion qui nous attend, effectivement. Et j'étais tellement faible que j'étais sur un brancard. Et on est rentré, je suis rentré à Bron, Lyon-Bron. Voilà, je fais un break. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Au camp de Bergen-Belsen, est-ce que vous avez eu connaissance du camp de l'Étoile? Il y avait à Bergen-Belsen, outre les déportés juifs qui venaient d'Auschwitz ou d'autres camps, il y avait la Convention de Genève. C'est de ça que vous voulez parler? Il y avait les personnes qui dépendaient de la Convention de Genève. Qu'est-ce que c'était la Convention de Genève? C'était les personnes juives, d'origine juive, qui avaient leur mari qui était prisonnier de guerre. Et elles étaient protégées. Les Allemands ont effectivement respecté cela. Elles n'ont jamais été déportées à Auschwitz-Birkenau, mais à Bergen-Belsen, elles avaient le droit de garder leurs enfants avec eux. Bon, elles ont aussi crevé la dalle comme nous, mais elles n'étaient pas dans un camp d'extermination. Est-ce que vous avez eu le courage de retourner à Auschwitz après la guerre? Non, jamais. J'y étais une fois, contrainte et forcée, et moi, cela me suffit, largement. Non, je ne suis pas courageuse, je ne suis pas comme celle qui retourne, non, moi je ne suis pas courageuse. C'est un cimetière pour moi, ce sont des cendres. Quand vous allez là-bas, bon, je ne sais pas ce qu'elles peuvent éprouver, mais moi je ne pourrais pas aller là-bas. Quand vous avez des cheminées, des fours crématoires qui marchent jour et nuit pendant des mois et des mois, voilà, non, moi je ne peux pas retourner. Madame, est-ce que vous avez pardonné? Qui suis-je pour pardonner? Ce n'est pas à moi de pardonner. Moi, je reste avec la perte des miens. Et cette perte, elle existe. Cette perte, c'est on a tué les miens, on a tué des millions de personnes. Qui suis-je pour pardonner? Non. Dans ma vie, si vous voulez savoir ça, j'ai enfoui, j'ai mis de côté ce côté-là parce que je considère encore aujourd'hui que ce sont des crimes. Quand on tue quelqu'un, c'est un crime. Et vraiment, les nazis ont vraiment fait périr des millions. Mais pendant toute ma vie, j'ai mis cela de côté pour avoir la possibilité de vivre. Parce que tant que vous n'avez que cette idée en tête, vous ne pouvez pas faire autre chose. J'avais 16 ans quand je suis rentré de déportation. La première des choses que j'ai demandé, après avoir été soigné, parce que j'ai été soigné très longtemps, je peux même vous dire pendant 7 ans, la première des choses à mon retour, j'ai demandé à être scolarisé, parce que je n'avais personne, je ne pouvais compter sur personne et je voulais être scolarisé pour avoir la possibilité de subvenir à mes besoins. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont présentées. La première année, j'étais scolarisé, après je suis tombé malade et ma maladie dont je vous ai parlé de la cause, tuberculose osseuse très
À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Ma maladie a duré 7 ans, avec corset de plâtre, gouttières couché dans des gouttières en plâtre, corset de cuir jusqu'ici, etc. Et c'est pendant cette période où j'étais à la montagne ou en bord de mer que j'ai continué à m'instruire, à lire beaucoup pour pouvoir préparer ce moment que j'attendais avec impatience, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler à partir de 1954. J'ai été rapatrié en 1945. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ma résilience petit à petit. Ça ne s'est pas fait tout seul, c'était même très compliqué, parce que quand on est seul dans la vie, on ne peut compter que sur soi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voulais savoir à quel moment cette phrase qui est sur votre livre vous a été dite par votre maman. Eh bien, c'est dans le train. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est-à-dire que nous étions dans le train. Dans ce train qui nous amenait de Bobigny jusqu'à Birkenau. Dans ce train, nous étions tous les uns à côté des autres. Comme je vous ai dit, ce petit garçon de 18 mois, il était gentil comme tout. Moi, j'étais surtout, j'essayais de me distraire. J'avais à côté de moi 2 jeunes filles, plus ce jeune homme après qui a regardé par la lucarne. Il avait une magnifique valise qui était tapissée de rouge. Et quand il ouvrait sa valise et qu'il ouvrait le flacon, une bonne odeur de parfum sortait et qui embaumait ce lieu sordide, parce que je ne peux pas dire autrement. Et puis nous avons passé comme ça des jours, des nuits, moi en regardant ceci, d'autres personnes qui ont empêché les vieillards, comme je vous ai dit, de sortir. Et puis maman, c'était pratiquement la veille de notre arrivée, maman a commencé à me donner les instructions. Je pense que c'était prémonitoire pour elle. Elle m'a dit, tu sais, tu es grande maintenant. J'étais forte pour mon âge. Elle m'a dit, tu es grande. Il est possible que nous ne soyons pas ensemble, que nous ne restions pas ensemble. Il est possible que nous soyons séparés à partir d'un certain moment. Surtout, agis comme si j'étais toujours à tes côtés. Ce sont ces dernières recommandations dans ce wagon sordide. Elle m'a... Bon, quand nous sommes sortis et que plus tard, ces personnes, comme je vous ai dit, qui étaient d'anciennes, qui purgeaient leur peine à Auschwitz, nous ont dit la vérité et que moi, je pensais que le soir, je pourrais voir maman et mon frère, ou à la limite, à la fin de la semaine, chacun se raconterait sa semaine. Et quand les personnes nous ont traduit ce qui s'était effectivement passé, je vous l'ai dit, il ne fallait surtout pas s'arrêter à cela, sinon vous étiez perdus. Nous avions suffisamment de responsabilités, suffisamment de choses à prendre sur nous pour accueillir, je ne sais pas si on peut dire accueillir, pour passer la journée sans être battu, pour passer la journée sans trop de peine de n'avoir pas mangé, etc. Je peux aussi vous dire que le premier jour, le matin, ce breuvage sordide qui était une décoction de feuilles, pour le premier repas de midi, c'était des céréales sucrées. Impossible pour moi d'avaler ça, impossible. Et mon amie Sarah me dit, écoute, tu sais, je ne sais pas quand tu auras autre chose. Je dis, je ne peux pas. Eh bien, c'était donc déjà le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. C'était donc le 4e jour où on n'avait pas mangé convenablement. Eh bien, je ne pouvais pas l'avaler. Savez-vous qu'au mois d'août 1944, quand les Hongroises sont arrivées en masse à Auschwitz-Birkenau,
quand on leur servait des céréales sucrées, j'allais avec Sarah, quand on en avait le temps et la possibilité, on allait là-bas pour manger ce qu'elle ne mangeait pas. Vous voyez, quand on a... Le premier jour, je ne pouvais pas l'avaler, mais après, je prenais facilement ce qu'elle ne mangeait pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon. Voilà. Je suis à votre disposition. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on était considérés comme des esclaves, on n'était plus considérés comme des personnes humaines, et c'est ça. Et on détruisait les personnes comme si c'était du bétail. Voilà. Oui, je n'ai pas bien compris pourquoi vous êtes reparti d'Auschwitz. Pourquoi ils vous ont emmené dans un autre camp? Eh bien, parce que c'était l'avancée des Russes. C'était l'avancée des Russes, tout simplement. Il y a pas de... C'était les Russes qui avançaient. Et il n'y avait... Pourquoi il y a eu toutes ces personnes qui sont parties à pied d'Auschwitz et qui sont mortes en route parce que les Allemands, les nazis, ne voulaient pas trouver toutes ces personnes, ne voulaient pas qu'on trouve tous ces déportés dans le camp. Ils ont préféré qu'elles meurent en route. Vous avez réussi à mettre de côté pour vivre, pour passer ensuite d'autres années. Depuis quand est-ce que vous avez décidé de témoigner et de revenir sur tous ces événements pour en rendre compte, notamment à nous? Ça s'est fait en plusieurs... Effectivement, si je dois dire, ça s'est fait en plusieurs... à partir, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait au Liban... le journaliste Kaufman, il y avait 4 personnes qui étaient prises comme otages. Je ne sais pas si tu dois te rappeler de ça. Et qu'il y en a un qui a été assassiné, tout simplement, sur place. Et en France, c'était le début, la montée du négationnisme. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser dire que les camps de concentration n'ont pas existé, c'est pas vrai, il faut témoigner pour cela. Et j'ai témoigné pendant un certain temps. Mais après, j'étais très prise pendant un certain temps, etc. De nouveau, j'ai abandonné et puis j'ai repris par la suite. Mais c'est le mouvement, d'une part, les otages au Liban, et d'autre part, le négationnisme qui m'a fait sortir de ma tanière, voilà. Parce que c'est celui qui crie le plus fort, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus innocents qui crient le plus fort, hein. Ce sont ceux-là même qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Qu'est-ce que ça faisait de vivre chaque jour avec la peur de la mort? On ne pensait pas à ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. On voyait les choses, mais on ne pense... C'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Aujourd'hui, je peux dire ça. C'est l'instinct de survie qui prend le dessus. On essaye d'esquiver les mauvais coups, on essaye d'être toujours dans le droit chemin, c'est-à-dire de travailler, de faire ce qu'on vous demande, mais notre pensée est annihilée. Et je peux vous dire une chose, c'est que vous rentrez à la libération, à l'arrivée en France, vous êtes complètement détruite. Et il faut se reconstruire. C'est là les choses, où les choses se passent. Il faut se reconstruire. Pourquoi ? Vous êtes entièrement sur la défensive pour être toujours à même de travailler, pour ne pas s'exposer inutilement, mais les pensées, c'est tout à fait autre chose. On peut difficilement se rendre compte de détruire quelqu'un, ce que ça peut représenter. On peut difficilement, je le pense, pour une personne normale, je pense qu'elle peut difficilement rentrer dans ce contexte-là.
Mais je pense aussi que j'avais 16 ans et qu'à 16 ans, j'avais la volonté de vouloir vivre. Mais il s'est passé longtemps avant que je ne maîtrise quelque chose, je peux vous le dire. Je suis par exemple restée couchée sans me lever pendant 28 mois. Voilà. Mais j'ai profité de ce temps pour lire beaucoup, pour me écouter, pour parfaire ma culture et puis pour un petit peu de nouveau reprendre du poil de la bête, comme on dit. C'est difficile de rentrer dans la peau d'un déporté, je vous assure, je comprends ça très bien. J'ai commencé, si vous voulez savoir, tout au bas de l'échelle, J'étais d'abord dactylo, secrétaire, etc., etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un service social où j'ai terminé comme cadre. Voilà, c'est tout simple. À la sécurité sociale, voilà. Donc, merci d'être venu. Voilà. Ça, c'est pour Eric qui me l'a réservé. Donc, ça, Livan. Bon, ça. La fierté que j'aurais dans la reconnaissance. 06 28 06 28 16 25